Je suis ravie, chers experts du tourisme, de vous retrouver pour vous présenter effectivement ce livre des tendances de l'ADN. Donc, je suis Carolina Thomas, je suis rédactrice en chef de cette édition 2022. Mais avant de plonger avec vous dans ce volume, je voulais d'abord vous expliquer qui nous sommes à l'ADN, parce que je trouve que c'est toujours important d'expliquer d'où l'on parle. Donc, l'ADN, c'est un groupe média, c'est avant tout un média. On est un média de tendance qui explore et révèle le meilleur de l'époque. Donc, selon différentes temporalités, vous les voyez devant vous, tous les jours sur l'ADN.eu, chaque quinzaine sur une plateforme sectorielle qui s'appelle « Et demain, notre ADN ». On fait aussi du print via une revue trimestrielle qui s'appelle l'ADN également, et un cahier trimestriel, les cahiers de notre club, l'ADN, le Shift. Et donc, chaque année, dans ce livre des tendances. Donc qu'il s'agisse de refaire lien, de démontrer notre résilience ou notre antifragilité, d'explorer de nouveaux business models, de se reconnecter au vivant, de décrypter des phénomènes émergents ou les effets monstres issus de l'Internet, nous tentons d'explorer tous les fronts sur lesquels doit s'opérer notre nécessaire réinvention. Un front sociétal, un front économique, un front écologique évidemment et un front technologique. Alors, avant de plonger dans 2022, je voudrais juste qu'on fasse un petit état des lieux de ce que nous a appris 2021 après cette sidération de la pandémie, il y a presque 2 ans aujourd'hui. Qu'est-ce que ça nous a appris ? Comment on a réagi face à cette crise ? Et finalement, ce qu'on a identifié, c'est qu'il y a eu 3 registres de mise en mouvement face à la crise, 3 modalités, la fuite, le réancrage ou l'invention. Et la réinvention d'ailleurs, d'où le titre de cette conférence. Et d'ailleurs, chacune d'elles ne s'exclut pas forcément. Donc la fuite. La fuite, on cherche de nouveaux territoires pour sortir de l'impasse. Et le spectre et l'intensité sont larges. On peut redessiner le territoire avec le digital. On peut vivre sa meilleure vie dans le métavers et dans les mondes virtuels, ou voire même aller coloniser Mars et l'espace. À l'inverse, le réancrage. Le réancrage, c'est se réapproprier les sujets de transition par les communs. Qu'il s'agisse de l'emprise sur la nature ou des relations entre humains, le mouvement des communs, j'y reviendrai plus tard dans la présentation, se présente comme une nouvelle façon d'habiter le monde et de s'y loger pour le préserver et pour assurer notre propre survie. Au-delà d'une gouvernance renouvelée du monde naturel, il s'agit de repenser l'action publique et de faire en sorte que les services publics deviennent justement de véritables biens communs. Se nourrir, se loger, se soigner, se déplacer, s'éduquer. Voilà les pôles d'activité autour desquels l'économie et la société doivent se recomposer pour le service et pour le bien commun. Et enfin, la 3e modalité, l'invention, le progrès, la conscience que nous vivons sur une planète aux ressources finies et qu'en conséquence, il n'est plus seulement question d'atténuer les dommages, il y a un changement de logique, voire de paradigme, mais bel et bien de tendre vers une économie de la régénération. Cette idée-là, l'idée de la régénération, elle prend peu à peu le pas sur l'idée de développement durable. Elle se cristallise sous forme d'innovation, de solutions d'ingénierie qui sont souvent développées par les entreprises. Ici, par exemple, il y avait l'exemple de la capture du carbone. Et voici alors le monde tel que nous l'a laissé 2021, 3 dimensions avec lesquelles nous composons aujourd'hui. Donc, le livre des tendances, dont j'ai le plaisir d'assurer la rédaction en chef, se propose justement de questionner notre rapport à 6 grandes familles. Donc là, vous voyez la table des matières, le sommaire de ce livre. Donc 6 grandes familles, terre, corps, habitat et ville, culture, services, tech. Et à l'intérieur de ces grandes familles, nous explorons, nous questionnons 20 secteurs clés de l'économie. Donc énergie, santé, mode, luxe, distribution, médias, mobilité, entertainment, banque, finance, agroalimentaire, beauté, industrie, bref, n'en jetez plus. C'est un ouvrage qui fait pratiquement 400 pages, qui pèse 2 kilos. Je l'ai pesé très très fièrement
sorties de l'imprimerie, donc c'est une somme. Évidemment, dans ces secteurs, il y a le tourisme, et vous savez quoi, aujourd'hui, justement, dans la présentation, on s'est dit qu'on n'allait pas parler de tourisme parce qu'on a envie, justement, d'ouvrir les chakras et de vous raconter ce qui se passe, les grandes tendances, les grands enjeux de tous les secteurs, parce que, justement, c'est un peu le moment où vous pouvez vous approprier ça dans vos propres activités et de voir comment ça vous parle, comment vous pouvez vous les approprier dans vos propres activités. Donc on fait tout ça, tout ce travail-là avec des papiers de décryptage qui justement identifient les tensions, les tendances, les contre-tendances, parce que souvent d'ailleurs ça va un peu ensemble, il n'y a pas seulement des tendances univoques, il y a aussi souvent des contre-tendances qui vont avec, ce sont des rapports de force, des jeux comme ça qui se font sur la longueur, alors avec parfois des accélérateurs comme celui de la pandémie. Donc on a des papiers de cadrage comme ça qui donnent du fond, et on a aussi ce que nous appelons à l'ADN l'esprit de conversation, qui est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, c'est justement d'aller interroger les personnalités qui donnent à voir une nouvelle réalité de l'époque, qui la pensent, qui la font aussi, parce qu'on aime beaucoup aller explorer les usages, parce que parfois ce sont ces usages qui précèdent eux-mêmes la théorie, et cette présentation, elle a aussi vocation justement de vous apporter ces voix-là. Donc cette année, on a eu l'honneur d'ouvrir nos colonnes à journaliste d'investigation Guillaume Pitron, à l'économiste Gaël Giraud, à la philosophe féministe Camille Froide-Vaumétry, à la metteuse en scène Marion Sieffert, à la jeune chef étoilée Julia Sedefjian. Vous allez voir, je vais essayer de vous partager aussi le plaisir qu'on a, nous, à l'ADN, d'organiser ces rencontres. Et une dernière chose, avant de plonger ensemble dans cette édition, je voudrais vous raconter justement la semaine où nous avons bouclé le livre des tendances. Donc c'était début novembre de l'année dernière, parce que justement, finalement, cette semaine-là, il y a eu la concomitance de deux événements qui ramassaient toute l'époque en une semaine. C'est la semaine où Facebook a changé de nom. Donc le groupe s'est rebaptisé en Meta pour justement préparer ce chemin vers le métavers. Et en même temps, la COP26 ouvre en Écosse. Dernière chance, selon les organisateurs, de reprendre le contrôle du climat. Et finalement, tout est là. Toute l'époque est là, embrassée en une semaine, à la fois l'accélération technologique de nos sociétés et en même temps les ravages de l'anthropocène. Vous rajoutez à ça le choc de la pandémie, ce que les anthropologues appellent un fait social total, et nous voici face à l'heure des grands choix de civilisation. Et encore, donc c'était début novembre, on n'avait même pas encore la guerre en Ukraine. Donc tout ça pour vous dire, effectivement, c'est un moment de vérité pour nos sociétés. C'est d'ailleurs ainsi que nous avons nommé l'édito qui ouvre ce livre, parce que justement, on est à la fois tiraillé entre nos désirs individuels et l'aspiration au commun, entre le besoin de réancrage et la tentation de fuite. On est aussi titillé par une jeune génération qui justement est bien décidée à dynamiter les codes. Et voilà, et donc l'heure des choix de civilisation. Et avec cette introduction faite, je vous propose d'ouvrir immédiatement cette exploration du livre des tendances. Et donc, on va commencer avec le chapitre Terre. Et dans le chapitre Terre, on va vous parler agroalimentaire. Alors, l'agroalimentaire, ce qui est intéressant, c'est que c'est l'idée de transition alimentaire. Donc, une transition alimentaire, c'est le processus par lequel une société modifie sa façon de produire et de se nourrir. Je ne vais pas toutes vous les détailler parce que la première a eu lieu il y a 500 000 ans, quand on a domestiqué le feu, quand on a cuit nos aliments, quand on a socialisé autour des repas. Et on sait comme c'est important de socialiser autour des repas. Donc, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est le passage de la 4e à la 5e. Donc on sait qu'on a un système agro-industriel qui est en fin de course. On a justement les intrants chimiques, la mécanisation de l'agriculture, la transformation des aliments, combinée à l'apparition de la grande distribution, du libre-service, cet allongement des chaînes de valeur. Donc tout ça s'est passé pendant des décennies et on sent qu'on arrive à bout de souffle. Ce modèle arrive à bout de souffle et qu'il va falloir réinventer quelque chose de nouveau. Et pour réinventer cette 5e étape,
les citoyens sont très moteurs. Pour vous donner un chiffre, 59% des citoyens estiment que s'alimenter est un acte civique, justement, qui préfigure le monde dans lequel nous voulons vivre. Et les 3/4 déclarent avoir changé d'alimentation depuis 2 ans. Donc, les défis sont distincts et interdépendants à la fois. Il s'agit de décarboner les productions, il s'agit de protéger la biodiversité, de mettre fin au gaspillage alimentaire, de soutenir la croissance démographique, de lutter contre les maladies de civilisation. Il y a à la fois l'impact sur les écosystèmes extérieurs, mais aussi intérieurs, l'impact environnemental, le bien-être animal, l'impact sociétal, la santé. Cette transition, elle peut aussi s'exprimer de façon pas très fluide. Alors, il y a des batailles, justement, des batailles de lobby. Il y a eu, par exemple, le cas de Yuka, qui est certainement une application que vous connaissez, qui vous permet de scanner, justement, les étiquettes pour accéder à leur composition, qui est vraiment un indicateur et une attente très, très forte, une attente de transparence des consommateurs, qui, donc, a eu un conflit assez fort avec effectivement les professionnels de la charcuterie industrielle. Donc ça, c'est un bon exemple des tensions à l'œuvre. On a vu aussi ce type de tension apparaître quand Leclerc a mis un prix plafond sur la baguette. Donc vraiment, il y a des tensions qui s'expriment sur ces enjeux-là, qui sont d'ailleurs à nouveau accentués par la situation géopolitique et l'inflation qui en découle. Il y a aussi quelque chose qui est très intéressant, c'est les changements d'imaginaire. Changements d'imaginaire autour de la viande. La viande a une consommation qui est en baisse de 12% selon le Crédoc, donc 12% en 10 ans. Et changement d'imaginaire autour de l'alcool. Donc voilà, ça c'est un premier état des lieux. Il y a une chose aussi dont on parle beaucoup dans ce livre sur les sujets d'agroalimentaire, c'est la food et le numérique. Donc on a tout ce qui est dark kitchen, tout ce qui est livraison de repas qui explose. Il y a même parfois des collisions entre l'univers du divertissement et la livraison. Alors on avait repéré aux États-Unis cet exemple d'un YouTuber qui s'appelle MrBeast qui a créé une enseigne à son nom avec un réseau de dark kitchen et qui a écoulé comme ça 1 million de burgers en 2 mois, donc ce mélange entre l'influence, YouTube, l'agroalimentaire, etc. Donc on le voit en même temps, même s'il y a un mouvement vers plus de qualité alimentaire, la malbouffe n'a pas pour autant dit son dernier mot. Et c'est ce que je vous disais en introduction, on a toujours ces phénomènes tendance contre tendance, avec des tensions à l'œuvre. Donc il y a toute la question autour aussi de la viande, donc à la fois les substituts végétaux de viande, qui sont parfois des produits d'ailleurs qui sont très industriels et très ultra transformés. Il y a aussi la question autour de la viande cellulaire, donc de la viande de laboratoire, où pareil, il va falloir quand même adresser les lacunes éthiques que posent ces nouvelles technologies. Il y a aussi la question des insectes, donc tout ce qui est protéines insectes. Donc vraiment, on est dans un mouvement de mutation très très fort. Et à nouveau, pour terminer ce chapitre, aussi des enjeux qui sont vraiment devenus hyper prégnants avec la crise géopolitique de souveraineté alimentaire, et vous verrez que c'est un mot qui revient assez souvent. Je passe sur un focus mobilité. Donc voilà, la mobilité, on ne va pas se mentir, c'est vraiment, il va falloir se bouger si je peux me permettre ce mauvais jeu de mots, parce que les mobilités, ça représente 30% de nos émissions de gaz à effet de serre en France. Donc, on le voit bien dans les mégalopoles, dans les grandes villes, les altermobilités, ça se développe bien, le vélo, le numérique avec les applications, ce qu'on appelle le mobility as a service, donc toutes ces applications qui vous permettent de passer d'un moyen à un autre de façon relativement fluide. Donc tout ça, ça a été porté par le post-Covid, accéléré par la pandémie. Le vélo, c'est vraiment le grand gagnant
de l'époque, avec des prix en hausse de 10%, un marché en croissance de 25%, des ruptures de stock, un cours de l'aluminium qui s'envole aussi, donc qui ont un impact sur la protection. Donc voilà, les mobilités urbaines, on en parle dans le livre, c'est bien normal, 2 personnes sur 3 vivront dans des grandes villes dans le monde d'ici 2050. Mais cette année, on a voulu aussi surtout parler du périurbain et de la campagne, parce que là, il y a un véritable enjeu de populations qui sont captives de l'automobile et à laquelle il va bien falloir apporter des solutions. Donc apporter des solutions à toutes ces zones blanches de la mobilité. Et il y a urgence parce que justement, on s'achemine vers la fin du moteur thermique aussi à horizon 2035, avec, pareil, des questions en cascade autour du devenir et de transformation de la filière, les conséquences pour les garages, la dépendance à nouveau à l'Asie par rapport aux batteries, etc. Donc, énormément d'enjeux sur la mobilité. Et enfin, pour clore ce chapitre Terre, je vous en parlais, l'esprit de conversation, la joie du métier de journaliste, de faire des rencontres formidables. Donc, la personne que vous voyez ici, c'est Julia Sedevjian avec ses 2 associés, ses 2 amis aussi, parce que c'est quelque chose dont on a parlé, de l'amitié et de travailler ensemble quand on est amis. Donc, Julia Sedevjian, niçoise, montée à Paris à 19 ans, qui décroche sa première étoile à 21 ans, sa deuxième à 23 ans. Donc, tout de suite, voilà un parcours qui laisse pantois, une grande énergie, une grande sensibilité aussi, et une conversation formidable qui, à nouveau, justement, via quelqu'un qui fait, raconte l'époque. Donc, raconte ce que c'est que de pivoter pendant la crise quand on est dans un métier comme ça, de restauration, de bouche, qui est très touché par la crise, comment on pivote sur de la livraison à domicile, comment aussi on adresse ces enjeux alimentaires. Donc c'est intéressant parce qu'elle a un deuxième projet qui est une épicerie traiteur qui s'appelle Cicéron, qui justement exploite l'univers du pois chiche, donc pois chiche, légumineuse avec un taux de protéines très intéressant, donc assez intéressant pour justement essayer de consommer un peu moins de viande, et qui en plus répond à d'ailleurs son histoire personnelle parce qu'elle a des racines arméniennes et aussi Nice et le Sud utilisent beaucoup cette légumineuse. L'amitié, donc j'en parlais, ces difficultés de recrutement, donc je pense que c'est aussi quelque chose qui peut vous parler, justement, les difficultés de recrutement qu'elle a aujourd'hui par rapport à notamment une jeune génération qui souhaite un meilleur équilibre vie pro, vie privée. Donc elle raconte comment justement elle en parle avec les autres chefs, comment ils essayent de trouver des solutions. Donc grand coup de cœur pour cette jeune femme au parcours remarquable. Je poursuis avec Cor, la famille Cor. Donc la famille Cor, dans cette famille, vous avez 3 secteurs. Vous avez mode, on va commencer par mode d'ailleurs, et après je vais vous parler un peu de beauté et un peu de santé. Donc la mode, j'aime bien cette citation de Bill Gates qui est en fait une plutôt vieille citation mais qui a toujours du sens, qui dit qu'on a toujours tendance à surestimer le changement qui aura lieu dans les 2 prochaines années et à sous-estimer ce qui se passera dans 10 ans. Et en fait là-dessus, ça se présente plutôt de cette façon-là, parce qu'on sait que la seconde main se développe depuis pas mal de temps, etc. Mais là, on voit vraiment un phénomène d'accélération. On a vraiment de la seconde main qui se développe absolument sur tous les segments de l'univers de la mode. Donc ça va de Vinted à Christie's, en passant par Vestiaire Collective ou Depop, donc toutes ces plateformes où effectivement on peut commercer et acheter ou vendre de la seconde main. Donc c'est un marché qui fait 1 milliard d'euros en France. Selon le BCG, au niveau global, au niveau monde, il fait 30 à 40 milliards. C'est 2% du marché, c'est pas grand-chose, mais c'est une croissance de 15 à 20% par an en moyenne. C'est très tiré par la jeune génération.
Les enseignes s'y mettent aussi pour justement ne pas forcément laisser cette manne-là partir au profit de plateformes. On a une de nos licornes françaises, donc Vestiaire Collectif, qui a enquillé coup sur coup deux levées, ce qu'on appelle des méga levées, parce qu'elles font chacune 178 millions de dollars, donc on commence vraiment à être sur des gros montants. Et il se pourrait que certaines projections parlent du fait que la seconde main pourrait dépasser la fast fashion à horizon 2029. Et à nouveau, tendance contre tendance, on a aussi l'essor de ce qu'on appelle l'ultra fast fashion, donc les Shein, etc. Et à nouveau, parce que nous sommes nous-mêmes des êtres humains, nous sommes pétris de contradictions, nous sommes à deux doigts de la schizophrénie parfois, donc on peut tout à fait à la fois consommer de la seconde main et consommer sur Shein. Voilà, donc ça, il faut le prendre en compte parce que souvent, effectivement, ce sont les questions qu'on me pose. On me dit, oui, mais tu as dit ça alors que ça. Mais en fait, voilà, l'humain est complexe et nous sommes le terrain de nos contradictions. Donc on a ce phénomène-là de l'ultra fast fashion, aux méthodes qui sont quand même pas très propres. C'est un sujet, mais en même temps, on sait que l'industrie, notamment l'industrie française, se structure autour des enjeux de durabilité, donc avec de l'upcycling, avec de l'économie circulaire, avec de l'étiquetage aussi qui va arriver, donc une étiquette score carbone sur le textile. Et donc ça va devenir une réalité un peu comme ce que j'évoquais tout à l'heure sur l'agroalimentaire. La volonté d'aller chercher de l'information sur la façon dont c'est produit et sur comment c'est fait, avec quels matériaux c'est fait. En matière de mode, on a aussi, vous voyez le titre de l'article, on parle aussi tout ce qui est mode virtuel, donc pareil, les gens du prêt-à-porter et du luxe s'intéressent beaucoup aux univers virtuels, s'intéressent beaucoup au métavers, donc il y a une forme d'émergence de ce qu'on appelle la direct-to-avatar économique, où on achète des choses pour son avatar, donc par exemple en mode, on achète des choses pour habiller son avatar. Il y a tout le sujet autour des NFT, j'en reparlerai tout à l'heure, donc les jetons non fongibles. Donc là, vraiment, on est dans l'univers crypto, blockchain, Web3. Je vous ferai un petit topo là-dessus tout à l'heure. Et c'est aussi des tendances qu'on retrouve d'ailleurs en beauté. En termes d'interview, j'ai pas pu choisir. Je vous ai fait une sélection des 3 interviews qui composent cette famille Core. Donc, cette jeune femme que vous voyez, d'abord, s'appelle Daphné B. C'est une autrice et c'est une poète et une traductrice canadienne. Elle a écrit un essai qui s'appelle « Maquiller », donc on pourrait se dire, ben voilà, un essai uniquement à destination des gens qui s'intéressent au maquillage, alors qu'en fait, pas du tout. Le maquillage est une porte d'entrée et c'est une réflexion sans concession qui est à la fois poétique, parce qu'elle a une plume très fine et très belle, mais aussi sociologique, philosophique, économique, féministe, écoféministe, et qui sur justement une porte d'entrée sur notre monde via le maquillage. Et comme en plus c'est une très très bonne connaisseuse de la culture Internet, elle est capable de décoder justement tous les signes, de faire une forme de sémiologie d'un simple tuto maquillage, de décoder des codes, la façon dont les gens s'habillent, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Donc une rencontre très intéressante. La deuxième personne... Voilà, donc cette femme s'appelle Anne Perrault. Elle est inspectrice générale des finances et membre du Conseil d'analyse économique. Donc c'est aussi ça, vous voyez, une variété à laquelle on est très attentif à l'ADN. Anne Perrault, j'ai voulu la contacter parce qu'elle avait coécrit justement pour le Conseil d'analyse économique une note sur l'état de l'innovation santé en France. Et il se trouve que cette note est parue justement le jour où l'Institut Pasteur renonçait à son candidat vaccin, et donc forcément avec un concert de commentaires atterrés sur le thème du déclin français, etc. Et en fait, elle dit des choses d'une part très intéressantes. Elle dit, mais finalement, c'est ça aussi la recherche, c'est 10 000 tentatives et on ne sait même pas s'il y en a une seule qui va fonctionner. Ça, donc, d'une part, ça remet un peu les choses en place sur justement ce que c'est que
de faire de la recherche. Et elle nous éclaire aussi sur les enjeux de la filière. C'est une filière qui est confrontée au virage des biotechnologies, qui change complètement, qui nous amènera en tout cas à changer complètement l'organisation de la chaîne de valeur santé. Il y a aussi la santé numérique qui arrive. Et donc justement avec elle, on parle de la façon dont des innovations technologiques peuvent avoir un impact sur l'organisation d'une chaîne de valeur. On parle du millefeuille administratif, on parle des modèles à l'étranger comme celui de la BARDA, qui est l'agence innovation américaine. Pourquoi ce modèle-là fonctionne? Est-ce qu'on peut faire ça en Europe et en France? Elle parle du lien entre les universités et les entreprises. Donc à nouveau, c'est une interview qui est consacrée à un secteur en particulier, mais sur lequel je pense qu'intellectuellement, on peut prendre des logiques et s'inspirer. Et enfin, elle n'est pas présente sur la présentation, mais je vais aussi citer Camille Froidevaux-Métry, qui est une philosophe féministe, qui a écrit un remarquable essai qui s'appelle « Un corps à soi » et qui justement fait une recension formidable de l'histoire du féminisme et de la place du corps des femmes dans le féminisme, et comme quoi aujourd'hui on voit ce renouveau de la question de la corporéité, pour parler comme les penseurs, de la corporéité féminine, et quelque chose qui est poussé à nouveau par la jeune génération qui se réapproprie le corps sur les réseaux sociaux, qui parle du sang des règles, qui parle du postpartum, qui parle de la ménopause, etc. Donc on voit ce mouvement-là apparaître très fort. Autre famille, habitat et ville. Habitat et ville. Alors, effectivement, beaucoup de questions. Est-ce que la pandémie a redistribué les cartes du territoire? Est-ce que la birésidence est un truc de CSP, etc. Donc, tout ce qu'on peut dire, effectivement, c'est que les assignations que nous avons connues, les assignations à résidence sur 2020-2021, ont donné matière à réflexion sur nos façons d'habiter. Et elles ont déclenché des passages à l'acte, alors que d'habitude, quand même, l'immobilier, et c'est bien normal, c'est un sujet qui suscite plutôt l'atermoiement. On réfléchit, on y va pas. Bon, ben là, ça peut plutôt, on y va, quoi. La pierre, c'est toujours une valeur refuge, parce que finalement, dès septembre 2020, malgré, donc on était vraiment dans le cœur de la pandémie, les transactions ont repris, et finalement, sur une année aussi atypique, la chute de l'immobilier, dans l'ancien en tout cas, n'a été que de 4%. Donc finalement, c'était quand même assez contenu, quoi. Et les citadins, on constate bien qu'ils sont harassés par la rudesse des métropoles, par l'âpreté des relations humaines et par des perspectives climatiques qui peuvent être quand même assez peu réjouissantes. Donc, résultat des courses, ça n'étonnera personne, les grandes métropoles ne font plus rêver. Alors, je ne vais pas vous conter la fable de l'exode rural dans les petits villages. Par contre, il y a une réalité de marché qui est effectivement le fait que les Français ont plutôt jeté leur dévolu sur les villes moyennes, qui apparaissent comme les grandes gagnantes de la pandémie. Donc voilà, finalement, les villes moyennes, elles nous montrent qu'on peut finalement peut-être tout avoir, c'est-à-dire des infrastructures, un accès à la nature, un prix au mètre carré relativement peu élevé, parce que justement, voilà, il a tendance maintenant à monter, une proximité géographique avec la région parisienne pour ceux qui en ont besoin. Donc là, j'ai quelques prix au mètre carré qui ont augmenté de 15-16% en 2020. Mulhouse, Angers, Limoges, Orléans, je pense que c'est quelque chose que vous devez certainement aussi observer dans la région. Et effectivement, cet essor de la birésidence, parce que c'est fini, on ne parle plus de résidence secondaire, bien évidemment. Là, on est vraiment sur une idée de birésidence qui n'est pas forcément un truc de CSP+, même si, effectivement, avec leur métier de service et la dimension des réseaux et l'accès privilégié à Internet, c'est plus facile de travailler de cette façon-là. Mais il y a un anthropologue bien nommé, du coup, parce qu'il s'appelle Jean-Didier Urbain, qui disait que ces stratégies-là, cette multirésidence, elle ne s'incarne pas seulement dans la classe des cadres supérieurs. On peut la trouver chez les ouvriers, chez les employés, chez les retraités modestes. Et pour expliciter son point, il donne l'exemple des campings dont un emplacement sur deux serait aujourd'hui loué à l'année.
Et enfin, sur la question de l'habitat, forcément, le télétravail aussi remodèle les styles de vie, les espaces de vie. C'est quelque chose dont les promoteurs prennent en compte, justement. Alors après des années à décloisonner les espaces, on ouvre les espaces. Là, maintenant, on se dit, ah bah tiens, on va peut-être quand même un peu les refermer, parce que c'est quand même sympa d'avoir un petit espace où travailler. Donc il y a des espaces de coworking qui apparaissent dans les programmes de neuf, du logement modulable, etc. D'autres grands thèmes comme ça, de façon impressionniste, dont je peux vous parler, c'est les enjeux de la transition démographique. Il y a aujourd'hui une prise de conscience où quand même, c'est quand même bien d'essayer de garder les anciens avec nous. Donc grand succès dans les grandes surfaces de bricolage et de décoration de toutes les solutions un peu d'habitat alternatifs où on peut construire comme ça des habitats légers au fond d'un jardin pour assurer l'indépendance d'un ancien. Il y a aussi la question très forte de la rénovation énergétique qui est un enjeu à la fois écologique, 5 millions de passoires thermiques en France, et donc voilà, qui sont des passoires thermiques qui émettent énormément de gaz à effet de serre, mais aussi un enjeu économique et de pouvoir d'achat ultra fort, surtout par rapport à ce qu'on est en train de connaître en ce moment sur le prix de l'énergie, et sur une note un petit peu plus légère, une note un peu plus d'éco. Après des années de minimalisme, on observerait le retour du bibelot dans les intérieurs. Donc voilà, une forme peut-être un peu de maximalisme, justement, avec aussi, finalement, le côté sombre qu'on a pu trouver dans la mode, donc c'est-à-dire faire attention à ne pas sombrer dans ce qu'on appelle la fast déco ou la junk déco, donc de ne pas céder à l'ultra-consommation comme on a pu le faire pour nos vestiaires et nos garde-robes. Une catégorie service. Donc, catégorie service, il y a 3 secteurs. Il y a distribution, banque, assurance. Je vais vous parler de distribution. Et je vais vous parler de distribution en enquillant tout de suite avec une interview qui est celle de la personne que vous voyez à l'écran, Philippe Moati. Philippe Moati, pour vous donner quelques éléments de contexte, est économiste et aussi cofondateur de l'Obsoco, Observatoire Société et Consommation. Et ce qui est très intéressant, c'est que d'une part, c'est un très fin connaisseur du milieu de la distribution qu'il observe depuis plusieurs décennies, donc il voit la façon dont ce secteur se transforme, et c'est aussi un grand spécialiste de nos comportements d'achat. Donc finalement, le reflet qu'il nous donne via le prisme de la grande consommation, c'est le reflet de la société française d'aujourd'hui. Et il nous raconte dans cette interview, d'une part, comment la crise a changé la face du retail, notamment avec le chantier majeur de l'e-commerce alimentaire. Alors l'e-commerce alimentaire, c'était assez peu préempté par les distributeurs historiques, avec des raisons assez légitimes finalement quand on y pense, parce que l'alimentaire, les marges sont très réduites, il y a des surcoûts logistiques pour assurer la livraison. Dans l'alimentaire, c'est un secteur où la concurrence par le prix est féroce. Et puis, il y a aussi cette spécificité franco-française qui s'appelle le drive, où finalement les gens se chargent de se livrer eux-mêmes. Donc, pourquoi y aller? Et puis, finalement, la pandémie est arrivée. Et là, on a compris que de toute façon, c'était l'ordre des choses, que le e-commerce avait vocation à investir tous les territoires de marché et qu'il fallait y aller maintenant, parce que Amazon n'était pas encore en position de force, loin de là, sur justement ce segment de l'alimentaire. Donc c'est vraiment un shift qui occupe tous les distributeurs actuellement, comment se réorganiser pour adapter, pour valoriser leurs marques, les savoir-faire, les centrales d'achat, les réseaux de magasins, notamment les hypermarchés dont on sait que c'est un peu un modèle en perte de vitesse. Donc on les convertit en entrepôts de préparation, en entrepôts de picking. Voilà, donc il y a cet enseignement de la pandémie, et l'autre enseignement remarquable est à chercher du côté de la posture d'engagement du consommateur. Donc nos actes de consommation, vous le savez, ce sont des actes politiques. Ça, les marques, les retailers ne peuvent plus l'ignorer. Donc la crise, elle a révélé vraiment cette vulnérabilité individuelle et collective, notre dépendance à l'égard de la mondialisation.
Donc en fait, Philippe Moati, via l'Obsoco, il a une typologie de consommateurs engagés parce que en fait, c'est pas du tout homogène. Il y a des familles de consommateurs engagés. Les drivers sont pas les mêmes, les motivations ne sont pas les mêmes. Et à nouveau, dans cette idée de tendance contre tendance, parfois on peut être éventuellement un peu défait en se disant bon ben voilà, la consommation responsable, est-ce que c'est bien une réalité, surtout dans un contexte d'inflation, de pouvoir d'achat, et par rapport à cette réalité des Français, par rapport à cette réalité du pays aujourd'hui, je lui posais la question, et en fait, il a eu cette réponse que je trouve assez intéressante. Il me disait, quand on demande, quand on interroge les Français en leur disant, voilà, est-ce que, enfin, si ça ne vous intéresse pas du tout, voilà, quelle est la part des Français que ça n'intéresse pas du tout, ce qu'il appelle les réfractaires. Ils sont 21% qui voilà, ne voient pas, ne cherchent pas spécialement à faire la différence via leur consommation. Mais en fait, comme il me le dit, ça fait 79% de personnes qui, à l'inverse, justement, cherchent à faire bouger les choses via leur consommation. Donc, on a des pratiques qui sont communes, qui diffèrent justement selon les typologies, mais on a la seconde main qui était déjà là depuis quand même un petit moment, c'est pas complètement nouveau, mais des choses à l'inverse plus nouvelles, justement, autour de la transition alimentaire, on y revient, donc vraiment moins de viande, plus de légumes, donc ce qu'on appelle un peu le régime flexitarien, moins carboné, des marqueurs très visibles comme le reflux de l'eau en bouteille et toutes ces gourdes qui ont fleuri sur nos tables, donc ça c'est quand même relativement nouveau. Et comme la mode, voilà, on a les paradoxes qui se font jour, on a d'un côté le quick commerce et de l'autre côté la consommation responsable, mais voilà, le message quand même positif qui est de dire sur le long terme, la dynamique, elle est engagée. Je vais essayer de vous garder un temps de questions-réponses. Je sais que je jette un œil en même temps sur l'horloge. Je vais vous parler de culture. Alors, culture, forcément, ça a été un peu compliqué sur les 2 dernières années. Pour vous donner des chiffres, en 2020, les industries, ce qu'on appelle les ICC, industries culturelles et créatives, se sont effondrées de 200 milliards d'euros en Europe. Le spectacle vivant, c'est 90% de retrait sur cette année. Et la reprise, elle se fait quand même en demi-teinte, parce que d'une part, vous l'aurez constaté vous-même, la pandémie, elle s'est un peu étirée. Et puis aussi, les usages ont changé. On sort moins qu'avant, notamment en raison du télétravail. On ne va pas ressortir en ville quand on est déjà chez soi. On a perdu des habitudes, d'autres ont émergé, notamment des habitudes digitales. En 2020, pour vous donner une idée, en 2020, 20% de la bande passante en France, c'est Netflix. Et ça ne fait que croître. Donc ça pose aussi des questions en termes de financement de cette filière, ça pose une question de rapport de force avec les plateformes. Donc il y a un enjeu de filière et d'industrie pour préserver la diversité, l'exception culturelle qui, à nouveau, est quand même un autre nom pour parler de souveraineté. En tout cas, streaming, jeux vidéo, grand gagnant de la période. On a en 2020 à nouveau 180 milliards de dollars de marché global sur le jeu vidéo. C'est un chiffre en croissance de 20%, même si c'est une année atypique, ça reste quand même assez incroyable. À titre de comparaison, donc 180 milliards pour le jeu vidéo. L'industrie du film en 2018, et c'était déjà une année record, c'était 100 milliards de dollars. C'est pas prêt de s'arrêter. Il y a cette accélération technologique autour du métavers. Alors le métavers, c'est quelque chose qui cherche encore sa réalisation technologique, mais il y a des grands marqueurs. À nouveau, par exemple, un jeu de fantasy football qui s'appelle Sorari, donc une start-up française qui a levé 680 millions de dollars pour développer effectivement ce jeu qui remet les cartes un peu Panini au goût du jour et à la sauce blockchain.
Je vais vous parler très rapidement d'art aussi, avec notamment un gros focus sur l'art contemporain qui représente aujourd'hui 23% du marché. C'était seulement 3% il y a 20 ans. Il y a eu vraiment un phénomène très très fort autour des œuvres digitales, et à nouveau on reparle de la blockchain, et à nouveau on parle des NFT. Donc voilà, ces objets de collection numérique, il y a vraiment une forme d'excitation autour voire d'hystérie même, autour de ce marché. On a, les objets de collection numérique ont représenté les 2/3 des ventes en ligne d'art. Donc c'est 2% déjà du marché de l'art au global. On a des chiffres comme ça, des records. Une œuvre digitale d'un artiste qui s'appelle Pac, qui a été vendue 92 millions de dollars il y a quelques mois. C'est le record à date. Donc, est-ce que tout ceci est une nouvelle renaissance ou une pure bulle spéculative? Et à nouveau, on est sur la question des paradoxes et d'une vérité qui n'est ni tout à fait blanche, ni tout à fait noire. Et ça peut être à la fois une bulle spéculative et une renaissance. Et voici 2 interviews, effectivement. Donc la personne que vous voyez, par exemple, c'est Ingrid Luquegade. Alors elle est pas artiste, elle est critique d'art contemporain. Donc justement, ça donne un focus intéressant parce qu'elle nous emmène sur les traces de cette jeune garde de la création contemporaine, et qui est pas forcément le milieu le plus facile d'accès. Donc c'est bien d'avoir quelqu'un qui est très connaisseur comme ça, qui se retrouve en contact avec ces jeunes artistes qui utilisent les technologies numériques et l'innovation, et qui interrogent à la fois le fonctionnement de la société et du monde via leur art, mais qui aussi, à nouveau, justement, renouvellent les modèles économiques presque au sens filière du terme, vraiment chaîne de valeur. Et enfin, on va terminer rapidement avec la dernière partie de tech. Donc dans tech, on a industrie, télécom, nouvelles technologies. Je vais vous parler industrie, qui justement est un des chapitres que j'ai... un de mes chapitres préférés, parce que je trouve qu'il est vraiment à l'image de ce que nous vivons aujourd'hui. Donc vraiment à l'image de ces moments de choix, ces moments de vérité, où chacun doit effectivement se poser la question du monde que nous voulons et de la façon dont nous pouvons le mettre en œuvre. Dans ce chapitre, j'ai parlé, alors du coup, j'ai pas parlé de l'avenir, j'ai parlé du passé. J'ai parlé de ce qu'on appelait le fabless. Alors en 2020, c'était justement la pointe de la tendance, c'était très en vogue. Le fabless, donc littéralement en anglais, sans usine, donc fabless, c'était l'idée selon laquelle, et ça avait vraiment l'air d'une idée de génie à l'époque, c'était on pense et on conçoit les produits en France et en Europe, et on va les fabriquer à l'autre bout du monde. C'est génial. Et 20 ans plus tard, qu'est-ce qui se passe? Une pandémie arrive. On n'est pas capable de fabriquer notre propre paracétamol, on a un petit problème de stock de masques. Et là, on comprend, en fait, ce que ça a coûté 20 ans de désindustrialisation. 20 ans sur le prix économique et social de la désindustrialisation. Donc à nouveau, quelques chiffres. En 2018, la part de l'industrie dans le PIB français était tombée à 13%. C'est un recul de 10 points par rapport à 1980. Tandis que l'Allemagne maintenait quand même se maintenait à un niveau 2 fois supérieur. Donc c'est pas juste l'Europe, ce sont aussi des choix politiques. Et donc des conséquences économiques et sociales qu'on connaît, 2 millions d'emplois perdus, et aussi un impact climatique, parce que ça, on en parle assez peu. On se dit, bon, bah, ok, peut-être qu'on produit moins en France, mais on pollue moins. Mais non, parce qu'en fait, il y a différents types d'indicateurs. Donc, vous pouvez calculer vos émissions carbone avec ce qu'on appelle l'inventaire national, donc qui sont effectivement les émissions qui sont émises sur le territoire. Mais ce qu'on considère, c'est l'empreinte carbone. Donc, c'est aussi l'empreinte des produits importés et consommés en France. Et en termes d'empreinte carbone, on n'est pas du tout gagnant. Donc, ce décrochage industriel, il a aussi un impact sur le climat. Donc, et puis, on a aussi perdu sur les territoires, on a perdu du terrain sur les secteurs d'excellence. Donc, il y a vraiment un enjeu à réviser les chaînes de valeur. Et
c'est aussi l'occasion de se préparer aux prochaines ruptures technologiques, parce qu'elles sont là, elles sont à nos portes, elles sont nombreuses, on le sait. J'en parlais tout à l'heure avec la santé sur le virage aux biotech, l'arrivée de l'intelligence artificielle, l'arrivée de ce qu'on appelle le web décentralisé, la blockchain, etc. Tout ça, ce sont des ruptures technologiques qu'il faut envisager dès maintenant. Donc, effectivement, la campagne présidentielle a été un peu écrasée par la guerre en Ukraine, mais on sait très bien, enfin voilà, la réindustrialisation, c'est un enjeu majeur. Je vais terminer sur ce chapitre-là, justement, en rappelant, à la fin de l'année, il y avait la présentation du plan d'investissement France 2030, et le président de la République avait reconnu à ce moment-là que le pays s'était profondément trompé en voulant séparer innovation technologique et industrie. En fait, la tête, ça va avec les jambes. C'est ça ce qu'il faut en retenir. Et de façon plus large, cette question de la souveraineté qui se pose tant de façon industrielle, elle se pose aussi de façon numérique, comme je le disais. Parce qu'avec la pandémie, le numérique s'est imposé comme l'une des forces organisatrices de la société. Ça nous a sauvé la mise à bien des égards. On a pu, peu ou prou, arriver à conserver nos activités économiques pour ceux pour qui c'était possible. Ça nous a consolé de la distance, même si c'est quand même plus sympa de se rencontrer en présentiel. Mais forcément, il y a des zones d'ombre. Donc, on en parle aussi, justement, de cet article que j'ai écrit qui parle de la cybersurveillance avec l'angle donc de l'affaire Pegasus, donc ces mouchards qui arrivent sur les téléphones et même des trucs, parce que parfois on se dit non mais c'est bon, le phishing, je sais gérer, je sais reconnaître des emailing avec une faute d'orthographe toutes les 2 lignes, mais là en fait Pegasus c'est du 0 clic, donc en fait vous avez un SMS qui arrive, vous n'avez même pas besoin de cliquer, le truc est installé sur vos smartphones. Donc il y a cet univers-là qui se dessine, ou un univers où la cybersécurité est un enjeu pour toutes les entreprises, de la plus petite à la plus grande, parce que les cyberattaques se multiplient. On a le développement des technologies biométriques qui forcément posent des questions sur les libertés fondamentales, et il va bien falloir que l'Europe les adresse. Et la question de l'indépendance et de la souveraineté, c'est pas seulement par rapport à des États, c'est aussi par rapport à des entreprises qui sont grandes comme des États. Juste pour mémoire, 70% du marché du cloud est détenu par Google, Amazon et Microsoft. Donc, ils sont des entreprises qui sont régies par des lois domestiques américaines. Donc, il y a vraiment une question autour de comment on accompagne le progrès sans compromettre la confiance, et comment on trouve l'équilibre entre justement l'innovation, la protection des individus et l'aspiration au commun. Et je vais terminer, j'espère que j'ai pas été trop longue et qu'on a encore quelques minutes, mais j'ai prévenu en régie, si je parle trop, ils me couperont la chic, donc... voilà, 5 grands mots si je devais vous résumer tout ça, toute cette largeur de sujets en 5 mots pour les entreprises. La souveraineté, et vous voyez, la souveraineté, elle peut aussi avoir plusieurs définitions selon où on se place. C'est aussi un sujet politique. Donc la souveraineté, il y a des gens qui l'envisagent comme une autarcie stricte, d'autres qui se disent non, mais il faut juste qu'on soit en mesure justement d'alimenter, de soigner, de prendre soin des citoyens. La souveraineté, elle est industrielle, numérique, etc. Donc vraiment, ce mot-là émerge très fort. Et encore plus fort à la faveur des tensions géopolitiques qui se font jour. Le Web 3, donc le web décentralisé, j'en ai assez peu parlé, mais le temps me manque. Effectivement, on le présente souvent dans les milieux tech comme le futur de l'Internet. C'est un sujet plutôt complexe, mais l'idée, c'est que justement... cette décentralisation permet justement de se dégager du joug des plateformes. Donc, pour les entreprises, ça peut être aussi des choses intéressantes. Alors, effectivement, il y a la question des NFT dans le milieu de l'art. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vraiment peut vous inspirer, mais les NFT, il y a vraiment des applications très industrielles sur le sujet des NFT, sur la façon dont, justement, on authentifie des produits. Il y a de vraies applications industrielles, on en parle moins et c'est dommage.
Ça va un peu avec le Web 3, les nouvelles gouvernances, ce qu'on appelle les nouvelles gouvernances, c'est effectivement le retour en grâce d'organisations qu'on croyait un petit peu démodées, donc les coopératives, les mutuelles, etc. Enfin, ce truc un peu horizontal, quoi. On essaye de rendre les choses plus horizontales. C'est aussi porté par la jeune génération qui n'achètent pas en fait ces modes de fonctionnement à l'ancienne, descendants, qui sont en demande de plus d'horizontalité. Et c'est quelque chose que forcément il faut prendre en compte parce que quand on fait face à des difficultés de recrutement, par exemple, quand on fait face à de nouvelles exigences de la part d'une jeune génération qui va avoir des questions à poser sur la RSE de votre entreprise, sur la mise en place du télétravail, etc. C'est des choses auxquelles on n'était pas forcément très habitués dans les ressources humaines. Eh bien, il va falloir être capable d'apporter des réponses pour continuer à avoir justement des recrutements fiables, et stables et réussir à fidéliser. Les communs, j'en ai parlé un peu tout à l'heure. Vraiment, c'est cette idée de prendre soin et de prendre soin de ce qui nous réunit. Pour vous, un commun, ça peut être tellement de choses différentes. Ça peut être une forêt. Récemment, j'écoutais Delphine Ernotte, qui est la patronne de France Télévisions, qui justement qualifiait les médias publics de biens communs. Donc vraiment, il y a une définition qui est très très large. Et enfin, le progrès plutôt que l'innovation. Donc le progrès plutôt que l'innovation, nous, à l'ADN, c'est quelque chose qui nous est cher, c'est essayer d'avoir une innovation qui a du sens et donc sortir un peu de cette innovation à tout crin pour réinvestir l'idée de progrès, qui est finalement rien d'autre que l'innovation au service du bien commun, justement. Donc, on a compris avec la crise qu'on avait des fragilités communes, individuelles. On a compris que la résistance de nos systèmes, elle se fondait sur l'interdépendance, justement. Donc, on avait quand même intérêt à prendre soin des uns des autres. Et on a compris aussi qu'on était capable de s'adapter. On est monté en compétences, comme on le dit en entreprise. On a fait preuve d'antifragilité. Je ne vais pas vous servir le couplet de la résilience, mais l'antifragilité, c'est un concept encore plus fort. Parce qu'en fait, ça veut dire que non seulement vous êtes capable de rebondir, mais vous êtes capable de bouger, d'être agile, de pivoter et d'être plus fort, un peu comme en musculation. Quand vous faites de la musculation, vous faites des micro-lésions sur vos muscles, et vos muscles, en se réparant, deviennent plus forts. C'est ça l'antifragilité. Donc voilà, on est monté en compétences, et en fait, tout ceci, l'idée, c'est quand même l'idée du progrès, c'est de continuer de conserver les équilibres vitaux qui nous réunissent tous en tant que société, en tant que nation, en tant que pays, en tant que filière, tout en se risquant à la découverte, à la conquête de découvertes émancipatrices. Voilà, pour ma part, une dernière slide avec les visages de ceux qui collaborent avec moi tous les jours à l'ADN. Et j'en ai terminé avec cette présentation du livre. Il est 11h18. Et alors j'attends les consignes de la régie, désormais, pour savoir... si éventuellement on a le temps de prendre 5 minutes de questions-réponses, c'est ça ? 5 minutes de questions-réponses. Alors, je ne sais pas si forcément j'aurai toutes les réponses, mais... Plus qu'une question, une remarque. Où êtes-vous ? Faites-moi signe. Plus qu'une question, une petite remarque concernant le e-commerce que vous évoquiez tout à l'heure et ses effets, à mon sens, particulièrement délétères, ouais. Puisque non orientés vers l'éco-environnement, l'écologie, l'éco-protection. Cette forme de commerce qui existe depuis quelques années et qui est en forte progression, qui va donc se poursuivre, fait appel à l'usage d'emballages qui se multiplient par 2, par 4 ou par 8,
et qui fait appel à une livraison à domicile via des petits véhicules est loin, très loin de régler ce problème écologique qui est le résultat d'une forme d'évolution de nos pratiques, de nos mœurs, et en particulier chez nos jeunes générations. C'est une remarque. C'est justement une des questions qui, même moi, à titre personnel, m'interroge beaucoup. Parce que justement, alors je vais vous donner une petite remarque presque d'ordre psychologique. Quand on balaye comme ça 20 secteurs, on pourrait se dire tout est très siloté, etc. En fait, non, tout n'est pas siloté. Et comme je le dis souvent dans des grands mouvements, soit d'exaltation ou de découragement, tout est dans tout, en fait. Et je dis exaltation mais découragement parce que parfois on se dit mais comment on va pivoter justement tous ces modèles de société. Et c'est pour ça qu'à nouveau, quand je fais ce genre de présentation, je fais bien attention de dire que je ne suis pas du tout dans un exercice d'oracle descendant. Moi, mon point n'est pas de vous descendre des tendances comme en prêt-à-porter en disant l'année prochaine, ce sera la jupe culotte. C'est pas du tout ça. Et justement aussi de vous montrer que nous, comme on travaille dans ce type de médias, on raisonne toujours tendance contre tendance. Et là, effectivement, on voit émerger très fort, je pense que vous évoquez ça, ce qu'on appelle le quick commerce. Ce que moi, à titre personnel, j'appelle l'économie de la flemme. En fait, il y a d'autres personnes qui appellent ça aussi l'économie de la flemme, qui est une catastrophe. C'est délétère. Ce truc, c'est délétère. Ça